Bienvenue pour ce cours d'une heure de TVA. Alors, je suis pour ma part Anne-Sophie de Béchade. Je suis donc avocate. Je suis avocate au sein du cabinet d'avocats KPMG Avocats et je suis spécialiste de la TVA. Ça veut dire que je ne fais que de la TVA. Et ça va faire, cette année, je fêtais mes 20 ans de TVA. La TVA, je suis sûre que vous allez tous en entendre parler à un moment ou à un autre, si ce n'est pas déjà le cas. Et on s'est dit que ce serait bien que je puisse vous en parler un petit peu pour que j'évoque avec vous notamment un sujet particulier qui est ici celui du taux. Il faut savoir que la TVA est un sujet qui est extrêmement compliqué, extrêmement touffu. Pour tout vous dire, au sein du cabinet KPMG Avocats, nous sommes 40 à ne faire que de la TVA. C'est pour vous dire qu'il y a matière à faire ça. Il y a des gens qui font ça toute leur vie. Et ça sera probablement mon cas, parce que je ne sais pas faire autre chose. Mais en tout cas, cette matière a tellement de complexité, tellement d'implication dans le quotidien de tous, dans le vôtre, dans le mien, que ça mérite qu'on y passe autant de temps et qu'on soit autant de spécialistes au sein du cabinet à traiter cette matière. Donc là, je me suis dit que ce serait... j'ai déjà animé quelques cours ici à Supexpertise, et là on s'était dit que c'était un sujet qu'on n'avait pas du tout abordé jusque-là, c'était celui du taux, parce qu'on se dit, après tout, que ça soit du 10, du 20, du 5,5, c'est pas bien compliqué. Et en fait, je voulais vous montrer, alors en 1 heure de temps, ça va être court, mais en quoi les sujets de taux sont fondamentaux et sont sujets vraiment à des gros débats, et ça nous donne beaucoup de boulot. Et notamment en ce moment, on va en reparler, beaucoup de sujets en matière de contrôle fiscal et de redressement fiscal sur le taux. Et vous vous doutez bien que si un opérateur, un de nos clients se trompe de taux et qu'il est redressé, ça chiffre très très vite. Donc ce sont des enjeux qui sont toujours très très élevés et qui coûtent beaucoup aux clients. Donc c'est pour ça qu'eux aussi apprennent à se rendre compte que c'est un sujet qui est fondamental pour eux, notamment si les clients pour lesquels on travaillent dans des secteurs d'activité qui bénéficient d'un taux réduit. Donc l'idée vraiment, c'est que vous puissiez poser vos questions, n'hésitez pas. On est là aussi pour échanger si vous avez des questions sur ce sujet. Donc, je vous propose de revenir sur 3 petits points. D'abord, les modalités d'application des taux, les différents taux, et vous faire un petit point d'actualité sur les sujets de taux qui, en ce moment, occupent l'administration fiscale et nos clients. Le taux de TVA, il s'applique sur une base à la base qui est hors taxe. Vous connaissez tout ça. Vous avez un prix qui est facturé par un prestataire à un de ses clients. Ce prix est un prix hors taxe. À cela s'ajoute un taux de TVA qui va, par un multiplicateur, déterminer le montant de TVA qui doit être versé au trésor public. Il existe aujourd'hui plusieurs taux, notamment en métropole, qui sont le taux normal, le taux intermédiaire, donc le taux normal qui est à 20, le taux intermédiaire qui est à 10%, le taux réduit qui est à 5,5%, et nous avons également un taux super réduit de 2,1%. Et ce qu'on appelle les taux zéro, ce sont des opérations qui ne sont pas taxées. Donc là, vous avez un petit échantillon des taux de TVA. On va y revenir évidemment. Par définition, le taux de 20, c'est celui qui s'applique le plus, c'est le plus courant, c'est le taux dit normal. Il s'applique à toutes les opérations pour lesquelles il n'y a pas un autre taux de prévu. Il s'applique par défaut. Le taux de 10 concerne notamment la vente de produits alimentaires à consommer sur place et le transport de voyageurs, mais aussi beaucoup d'autres opérations, on va le voir. Le taux de 5,5 s'applique notamment aux livres et tout ce qui est électricité. Le taux de 2,1 concerne principalement 2 secteurs, celui du médical et celui de la presse, 2 secteurs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et le taux 0 pour des opérations qui sont faites vers l'étranger, des ventes de biens notamment, comme des exportations ou autres opérations. Alors là, c'est un petit tableau que je vous ai mis parce que, évidemment, les taux de 20, 10, 5,5, 2,1, ce sont les taux de métropole, mais il existe aussi des taux spécifiques, notamment dans les DROM et aussi en Corse. Donc, je les ai listés ici pour vous rendre compte
que notamment la Corse et les DROM bénéficient de taux très avantageux de TVA, notamment des taux à 0,9, 1,05, 1,75, un taux de 2,1 qui applique aussi en métropole, mais de façon très restrictive, qui là-bas est appliqué de façon beaucoup plus étendue. Un taux aussi à 10 qui est appliqué de façon beaucoup plus étendue, et un taux à 13. Donc là, évidemment, aujourd'hui, on va se concentrer sur le taux de métropole, mais n'oubliez pas, et ça, on a des clients qui se sont fait avoir plusieurs fois, que quand on traite avec des DROM ou la Corse, eh bien, des taux spécifiques peuvent leur être applicables en fonction des types d'opérations. Comme je vous l'ai dit, le taux de TVA s'applique sur une base hors taxe. Donc, si on veut obtenir une base imposable, c'est-à-dire le prix hors taxe à partir d'un prix TTC, je vous ai mis le calcul là, 100 sur 100 plus le taux que vous souhaitez appliquer. Si c'est le taux de 20, le taux de 5,5, le taux de 10 ou autre. Parce qu'évidemment, tous les éléments comptables que vous pouvez enregistrer ou autres s'enregistrent hors taxe et pas en TTC. Mais tous les prix de vente que vous pouvez voir, que ce soit dans des boutiques, des magasins en ligne, en dur ou autre, quel que soit ces prix-là sont toujours TTC. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on a une petite différence entre les flux que l'on traite, qui sont des flux entre assujettis, donc les flux dits B2B, et les flux B2C. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on contracte avec un opérateur qui est un autre assujetti, généralement, on contracte en hors taxe. Et la TVA est toujours en sus. Et les contrats sont généralement rédigés comme ça, vous le verrez. C'est qu'ils s'entendent d'un prix hors taxe. La TVA s'applique au taux légal en vigueur en fonction de l'opération. Et évidemment, l'acheteur, puisque c'est un assujetti, sera en droit de la déduire, cette TVA. Donc c'est pour ça que, comme l'assujetti acheteur peut la déduire, les professionnels travaillent généralement entre eux sur une base hors taxe. Alors qu'à l'inverse, quand on est avec des particuliers, des flux B2C, eh bien vous, nous, moi, quand on va acheter un produit, on espère bien que la TVA est déjà incluse dedans, et quand on va passer à la caisse, qu'on ne va pas me la demander en plus. Donc les prix sont toujours TTC, puisque évidemment, moi en tant que particulier, je ne peux pas la récupérer. C'est le concept même de la TVA, c'est un impôt sur la consommation, où le dernier de la chaîne de distribution, c'est sur lui que supporte la TVA en bout de chaîne. Donc, autant quand on se trompe sur un taux de TVA en B2B, à la rigueur, le client peut le déduire, sauf si l'administration vient à considérer qu'elle a déduit au mauvais taux. Mais quand on est face à un particulier, si on se trompe de taux, et s'il paye plus cher, par exemple, avec un taux trop élevé, ça va être un vrai problème pour lui. Donc les enjeux de TVA sont des enjeux qui sont vraiment très importants d'un point de vue du prix aussi des produits et des services que l'on achète. Les taux, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux, normalement, ils s'appliquent à différents types d'opérations. Évidemment, les ventes, quand on réalise une opération de vente, ils s'appliquent aussi bien aux flux intracommunautaires, aux flux internationaux, peu importe la nature du flux. Ce que l'on sait, c'est que le taux doit s'appliquer à l'opération. Il s'applique aussi aux livraisons intracommunautaires et aux transferts. Je donne un exemple. Quand on va acheter, un opérateur va faire une acquisition intracommunautaire de biens en France, d'un bien qui est en provenance d'Italie, par exemple. Le bien arrive en France, l'opérateur acheteur doit autoliquider la TVA, il doit l'autoliquider au taux du produit qu'il achète, pas à n'importe quel taux. Quand bien même ça serait un mécanisme d'autoliquidation, d'achat, donc de collecte et de déduction, il doit le faire au bon taux. Donc, toutes ces questions de taux ne s'appliquent pas uniquement au flux qui je veux dire purement domestique, franco-français. La question va se poser également sur des autres flux internationaux ou intracommunautaires. Notamment, par exemple, à l'importation. Vous savez peut-être, on vous l'a déjà dit, qu'il y a eu une réforme très importante en 2022 sur l'importation de la TVA. Aujourd'hui, la TVA sur l'importation n'est plus payée en douane, elle n'est plus payée au passage en douane. En revanche, c'est payé sur la déclaration de TVA via le mécanisme de l'autoliquidation, au même titre qu'une acquisition intracommunautaire, par exemple. Eh bien, ces opérations-là, c'est à l'opérateur acheteur d'identifier le taux qui va s'appliquer à son produit, et donc autoliquider au bon taux.
En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux, d'une façon générale, et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que quand on est sur une application d'un taux réduit de TVA, eh bien, on ne peut pas faire une application extensive de ces taux. Comme on est sur une exception, le taux réduit est une exception par nature, eh bien, on ne peut pas se dire bon, je l'applique à tout ce qui est autour de mon produit. Oui, la vente, oui, évidemment, le taux va s'appliquer à la vente, à l'achat de ce produit-là. En revanche, par nature, ça ne va pas s'appliquer, par exemple, aux prestations de services qui sont autour de ce produit. Je pense à la location de ce produit. Sauf si le texte le prévoit expressément. Donc, l'idée, c'est de faire une application, encore une fois, restrictive des taux et pas de l'étendre à tout ce qui va être plus ou moins rattaché aux opérations liées à un produit qui pourrait bénéficier d'un taux réduit. Les taux sont des mesures qui sont des mesures, on va dire, économiques. L'idée est de pousser et d'essayer d'aller vers une mise en avant d'un produit, de favoriser un secteur d'activité. L'idée n'est pas de faire une application complètement disproportionnée et qui n'aurait plus aucun sens et on n'aurait plus aucune maîtrise de l'application de ces taux. Je vous donne un exemple sur le taux réduit. Le taux réduit s'applique d'une façon un peu plus large dans le secteur de la culture et notamment sur le livre. L'idée vraiment est de favoriser la lecture et de se dire que les gens, s'ils payent leur livre moins cher parce que le taux est moins élevé, on n'est pas sur un taux normal, eh bien les gens vont aller plus facilement vers la lecture et aller acheter des livres. Donc il y a toujours derrière l'application de ces taux une volonté politique. Vous en entendez parler, on en parle pas mal en ce moment où la situation politique et économique du pays est un peu critique, où les politiques essayent de jouer sur les taux, sur l'énergie, sur plein de secteurs, en disant oh, on va jouer là-dessus, sur l'écologie. Il y en a qui disent allez, on va mettre du taux réduit sur les vélos électriques, sur tout ça, pour essayer de se dire allez, on va inciter, et ça va être des mesures incitatives pour les consommateurs. Donc la TVA, par le mécanisme de taux, est devenu un élément de politique et de gestion de l'économie du pays. Donc, gardez bien en tête, un taux réduit est un taux d'exception, systématiquement, donc il ne peut pas s'appliquer de façon beaucoup trop extensive. Là, sur ce sujet-là des opérations complexes, c'est lié à une évolution du droit qui est assez récente. L'idée est de se dire, voilà, j'achète un produit, un bien ou un service. J'en achète un tout seul, il a son propre taux. Si j'achète des éléments de façon, on va dire, articulée, packagés entre elles, sous la forme d'un forfait, par exemple, ou de différents éléments qui sont packagés, la règle de base, c'est que les différents éléments constitutifs de ce package, eh bien, chacun doit suivre son propre taux. C'est la règle de base en TVA. Sauf, il y a quand même une exception et un garde-fou qui est de dire oui, mais si ces éléments sont tellement liés, sont intrinsèquement liés économiquement les uns aux autres, eh bien, il faudrait les traiter ensemble. Et on ne va pas les traiter de façon séparée, parce que ça n'aurait pas de sens. Il faut qu'on leur applique un régime de TVA unique et donc un taux unique. Et donc, tout ça a fait l'objet d'énormément de jurisprudence communautaire, notamment près de 50 ans de jurisprudence sur le sujet. Et eh bien, la France a décidé de codifier ces dispositions en 2021, au 1er janvier 2021, en mettant en place ces dispositions. La règle de principe, chacun suit son propre régime, son propre taux. En revanche, si les éléments sont indissociables les uns des autres, eh bien, il doit y avoir un seul taux et un seul régime de TVA. Et le gouvernement et l'administration fiscale a mis énormément de temps à sortir la doctrine qui était liée à ce changement législatif. Elle a mis 2 ans, plus de 2 ans pour le sortir. Et donc, on a eu des BOFIP qui ont été publiés en août 2023, 2 ans après, quasiment après la sortie de la loi. Et du coup, on nous a sorti à peu près 6 BOFIP sur le sujet. Donc, l'idée principale qu'il faut retenir sur ces taux-là, il y en a 2, c'est que dès lors que les éléments, on a dans un forfait, dans un package, je vous donne un exemple, il y en a qui sont évidents. La restauration, vous allez au restaurant, vous avez la nourriture, ce que vous avez dans votre assiette, mais vous avez aussi le service. Les gens qui viennent vous apporter votre assiette à table, vous apportez une bouteille d'eau et autres, tout ce qui va avec, le cuisinier qui va préparer le plat. Donc vous avez du service et du bien.
Vous avez aussi l'exemple de la réparation automobile. Vous avez quelqu'un qui vient réparer votre voiture, mais qui va aussi rajouter des pièces, remplacer les pièces défectueuses et autres. Donc on a des biens, des changements de pièces, de la fourniture de pièces et de la prestation de services de main-d'œuvre. Donc là, l'idée principale qu'il faut retenir, c'est que dès lors qu'on a deux éléments constitutifs qui sont commercialisés ensemble, eh bien, c'est le taux de l'élément principal qui s'applique à l'ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois déterminer quel est l'élément principal et quel est l'élément accessoire. Et là, c'est là où la doctrine nous aide avec autant de BOFIP pour nous donner des critères. C'est des critères qualitatifs et quantitatifs qui nous permettent de dire lequel de ces éléments est accessoire, lequel est principal. Et la règle, c'est toujours le taux de l'élément principal s'applique à l'ensemble. Quand bien même, le taux du principal sera un taux réduit. Donc, si le taux du principal est un taux de 2,1 et que les éléments accessoires seraient à 20, eh bien, on aura un ensemble à 2,1. Donc ça s'applique dans tous les sens. C'est assez avantageux, intéressant. Sauf que là, on a un garde-fou qui est beaucoup moins favorable aux contribuables, qui est celui de considérer quand les éléments sont considérés comme équivalents. Donc si, dans mon package, dans mon forfait, les deux éléments constitutifs sont considérés, on se place toujours à la place de l'acheteur, du consommateur, ce qu'on appelle le consommateur moyen. Si pour lui, ces deux éléments sont considérés comme équivalents, c'est-à-dire à peu près de la même importance, ils sont aussi importants l'un que l'autre, eh bien alors là, c'est toujours perdant, c'est le taux le plus élevé qui s'applique à l'ensemble. Vous voyez, là, on est toujours perdant-perdant. Il n'y a plus de chance de se voir appliquer un taux réduit à un ensemble. Donc voilà les règles qui gouvernent ces opérations complexes. Il y en a énormément sur le marché, ces opérations complexes, et la question du taux se pose à chaque fois. Alors, si les deux éléments sont au même taux, vous vendez un bien qui est à 20, un service qui est à 20, il n'y a pas de débat. Si le taux est le même partout, ça ne posera pas de problème. La seule vraiment difficulté, c'est si on vend des produits qui ne sont pas au même taux. Et je vais vous donner un exemple, et on en a en ce moment énormément, sur les produits du livre, où on a un livre avec un objet. Je vous donne l'exemple d'un petit livre ou un album pour enfants assorti d'une petite peluche. La peluche en elle-même, elle est soumise au taux de 20%, alors que le livre, il est à 5,5. Et là, la question, les deux sont vendus ensemble, packagés ensemble, emballés ensemble. Et la question est, quel est l'élément principal? Quel élément accessoire? Donc nous, évidemment, en tant qu'avocats, parfois un peu de mauvaise foi, on va dire « Oh, le livre est principal !» Vous entendez bien, évidemment, donc tout est à 5,5. Et l'administration va nous dire non, les deux sont équivalents. Si vous l'avez acheté, votre enfant, il va être bien content d'avoir la peluche assortie au livre. C'est aussi ça qui a déclenché l'acte d'achat. Donc, eh bien, c'est équivalent. Le taux le plus élevé s'applique. C'est du 20 sur tout. Donc, on a en ce moment des contentieux de place de l'administration fiscale dans le secteur du livre. Ils ont décidé de venir, alors selon leurs propres termes, assainir le secteur. C'est très élégant. Quand on sait que bon, le secteur de la culture est quand même un secteur important en France, quand l'administration vient assainir le secteur de la culture, ça fait un peu bizarre. Et on a des redressements massifs des plus grands éditeurs sur ces sujets-là. Et vous vous doutez bien que, eh bien, vu les volumes des produits qui sont vendus par ces opérateurs, ça chiffre très, très, très vite. Donc voilà un petit peu pour vous sensibiliser sur ces opérations complexes et vous montrer en quoi le taux est vraiment important sur ce type d'opération. Alors, les conséquences sur les prix, on en a déjà parlé, mais le droit fiscal ne prévoit aucune conséquence sur le prix. En fait, c'est à chacun de se dire je détermine le taux de TVA applicable à mon produit, je vais essayer de ne pas me tromper, parce que si je sais que je me trompe, eh bien, je me ferai redresser par l'administration fiscale. Et une fois que j'ai déterminé mon taux, et si celui-ci évolue, eh c'est à moi de choisir si j'adapte le prix, je le baisse, je le monte, ou je prends sur ma marge. Il n'y a aucune disposition qui est contraignante pour les opérateurs là-dessus. Chacun fait exactement ce qu'il veut. Et ça a fait notamment une grosse polémique, vous en avez entendu parler, alors certains sont peut-être un peu jeunes, mais quand on a baissé le taux sur la restauration, sur les restaurants, quand on allait au restaurant, avant c'était le taux normal qui s'appliquait, le taux de 20, et puis le gouvernement, pour des raisons pour essayer de rebooster un peu le secteur, a dit allez, maintenant quand on va aller au restaurant, ça sera 10%.
tout le monde s'est dit, super, je vais aller au restaurant, ça me coûtera 10% moins cher. Ah bah non. Là, malheureusement, les restaurateurs ont pris une bonne partie du différentiel de taux dans leur poche et s'en sont servis pour se faire une petite marge. Donc voilà, ça a fait beaucoup polémique parce que certains se sont dit, en fait, c'était une bonne idée à la base. Ça a poussé les gens, ça va leur permettre d'aller plus souvent au restaurant, de se faire plaisir. Et puis quand on voit, en fait, ça n'a pas profité aux consommateurs, eh bien certains se sont dit, on va en tirer les leçons. Donc comme quoi, baisser le taux de la TVA sur certains produits ou services, c'est pas forcément toujours une brillante idée. Ça dépend qui va bénéficier de cette baisse de taux, évidemment. Voilà un petit peu donc sur ça. C'est peut-être un point, j'en ai pas parlé, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. Le taux de la TVA, d'une façon générale, c'est un impôt communautaire. Donc c'est un impôt qui est dirigé par une directive TVA au sein de l'Union européenne. Donc nous avons tous au sein de l'Union européenne, les 27 États membres de l'Union européenne, sont soumis à la même directive TVA. Il y a une directive qui est mise à jour régulièrement et tout le monde doit l'appliquer de la même façon. Et sur les taux, eh bien, il y a des règles avec des tranches pour le taux normal, pour le taux réduit. Et il est prévu, la directive prévoit quels sont les produits qui pourraient être auto-réduits et ceux qui ne peuvent pas être auto-réduits. Donc les États membres ne peuvent pas faire n'importe quoi sur les taux. Donc c'est pareil aussi quand on voit des politiques qui nous disent « je vais changer le taux, je vais baisser là, là, là ». Je dis « mais c'est pas autorisé ça par la directive. Comment vous allez bien donc faire ça ?» Quelle idée! Alors il y en a qui disent, ils pensent avec un coup de baguette magique au niveau du Parlement français, ils vont pouvoir changer le taux. Mais comme c'est pas prévu et si c'est interdit par la directive, ils pourront rien faire du tout. Donc là aussi, le taux, on en parle beaucoup, on voit beaucoup les politiques l'utiliser comme une baguette magique, mais il y a des règles en fait, et les dirigeants, l'administration fiscale française comme celle de tous les autres États membres sont contraints par les règles de la directive européenne. Et je vais vous donner un exemple parce que j'ai participé à ça, alors ça date un petit peu. C'était justement sur le livre et sur le livre numérique. Pendant des années, c'est marqué dans la directive TVA que les services électroniques sont soumis au taux normal de TVA. Le livre papier est soumis au 5,5. Le livre numérique est un service électronique. Donc il était forcément soumis au taux de 20 puisque c'est ce que disait la directive TVA. Et ça posait un gros problème au secteur, puisqu'on se disait, mais pourquoi on doit traiter différemment un livre papier? Le taux de TVA d'un livre papier est un taux réduit, partout en Europe. Pourquoi un livre sous un format numérique, sur une liseuse, un Kindle ou autre, pourquoi lui, il serait au taux normal? Donc ça a fait vraiment grincer beaucoup de dents, et surtout ça a été l'objet de beaucoup de polémiques, puisque, encore une fois, c'était la diffusion de la culture, l'idée de pousser les gens à aller vers la lecture. Et donc, mais la directive nous bloquait, donc chacun ne pouvait pas faire ce qu'il voulait dans son coin. Et en fait, on a lancé pendant, ça nous a pris beaucoup d'années, une action de lobbying, parce que l'idée, c'était pas de faire ça dans notre coin. Bon, la France a essayé de faire un petit peu ça dans son coin quand même, en disant, allez, on va appliquer quand même le taux réduit, parce que ça arrange bien tout le monde. La France a été condamnée. Mais en parallèle, on a lancé des actions de lobbying pour faire changer la directive et la faire revoter avec tous les États membres pour que tout le monde se dise, OK, le livre numérique est un service électronique, mais il doit quand même pouvoir bénéficier d'un taux réduit, au même titre qu'un livre papier, parce que ça reste un livre. Et donc, ça a été des démarches très, très, très longues de lobbying, de modification, de vote, parce qu'il a fallu un vote au sein des États membres de l'Union européenne pour faire changer ça. Donc ça a pris des années. Et on a fini par avoir un gain de cause, ça a été voté. Mais voilà, vous vous doutez bien que c'est pas d'un coup de baguette magique que ce genre de choses peut être modifié du jour au lendemain. Donc tous ceux qui vous promettent des changements de taux magiques, ça me fait un peu rigoler parfois en me disant comment, légalement parlant, vont-ils pouvoir faire ça en 2 semaines? Ce n'est pas possible. Voilà. C'est très très encadré. Les différents taux, je vous l'ai dit, le taux normal, c'est le taux de principe. Dès lors qu'il n'y a aucun autre taux qui est prévu pour un bien ou un service, c'est forcément le taux normal qui va s'appliquer. Donc, il s'applique par défaut. Le taux réduit. Donc, c'est celui de 5,5. Aujourd'hui, il est à 5,5. On a eu des évolutions de taux, mais celui-ci est là. Alors, il concerne des produits, des biens et des services. Alors, concernant les produits, nous allons les voir. Il y a les produits
les produits destinés à l'alimentation humaine, les produits destinés à l'alimentation animale, les produits d'origine agricole, la pêche, pisciculture, aviculture, les livres, on en a parlé, les appareillages et équipements pour handicapés, les produits de protection hygiénique féminine et les produits qui étaient destinés à la lutte contre le Covid. Donc ça, c'est les biens. Il y a aussi des services qui sont concernés par ce taux réduit. Ce sont les services d'aide aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées, la fourniture de repas dans les cantines scolaires, les travaux sur les recharges, portant sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, ce sont les bornes électriques tout simplement, les abonnements au gaz à l'électricité, la rénovation des locaux d'habitation et la collecte et le tri de déchets. Donc, l'idée, je ne vais pas tous les redescendre, mais vous voyez l'idée de ce taux réduit, donc c'est le taux de 5,5. Il est là pour tout ce qui est ce que l'on mange, principalement ce que l'on boit, pour essayer de favoriser, encore une fois, les consommateurs que nous sommes à aller bien se nourrir. Ce sont des produits qui sont là qui contiennent des nutriments et qui vont permettre de nourrir les gens. À cela, les limites que l'on a, c'est que tout ce qui est confiserie et autres ne sont pas soumis au taux réduit, puisque c'est destiné à l'alimentation humaine, mais on sort du cadre purement alimentaire. Et aussi, ça j'en suis désolée, l'alcool, évidemment, n'est pas au taux réduit, est au taux de 20. Ça, on n'y pourra pas grand-chose encore. C'est pas pour tout de suite que ça va passer au taux réduit. Alors, je faisais un petit point, je vous disais tout ce qui est confiserie. On a un énorme débat, vous allez rire, ils ont que ça à faire, sur tout ce qui est chocolat. Le chocolat, il y a une partie du chocolat qui est au taux réduit, l'autre qui ne l'est pas. Alors, ceux qui vendent du chocolat, je ne vous raconte pas le cauchemar de ces gens-là, et c'est depuis toujours qu'ils se battent sur leurs produits, parce que seulement une partie du chocolat est au taux réduit. Nous avons le chocolat noir qui est au taux réduit, tout ce qui est bouchée de chocolat avec une taille maximum. Vous voyez, on est quand même très très précis sur le sujet. Les fèves et le beurre de cacao, et les produits qui sont composés de chocolat, comme les biscuits, les gaufrettes, les barres de céréales et autres et tout ça. En revanche, les produits au chocolat au lait, ils sont pas à 5,5. Parce que c'est pas vraiment du chocolat, je sais pas, c'est pas très clair. Mais là, vous voyez, on rentre déjà dans un niveau de détail. Alors, si vous avez un gâteau moitié l'un, moitié l'autre, je vous raconte pas comment on doit calculer ça. Je sais pas, c'est au poids, j'en sais rien. Mais encore, on est sans doute dans un produit composite, avec un taux pour une partie de réduit, l'autre taux normal. Mais vous rigolez, mais je vous promets que pour les industriels qui fabriquent ce genre de produits ou des produits à base de chocolat, ceux qui ont des glaces, des yaourts, tous les dérivés avec du chocolat, ils s'arrachent les cheveux en fonction du produit composant des types de chocolat qui composent leurs produits. Et je vous jure que c'est un vrai business. Je suis sûre qu'il y a des avocats en TVA qui font que ça, quoi. Rien que dédié au taux de TVA dans le chocolat. Il y a aussi tout un pan qui concerne la nourriture sur les produits destinés à l'alimentation humaine. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de la doctrine pour dire, voilà, dans quel cas les produits que je vends doivent être soumis au taux réduit ou ne doivent pas être soumis au taux réduit. Et ce qui a été très, très long à déterminer, ce qui a pris beaucoup de temps, c'est la question de savoir quel critère je retiens. Et le critère qui a in fine été retenu, c'est celui de la destination normale du produit et de ses caractéristiques intrinsèques. En fait, il y a des produits, et ça je l'ai appris parce que j'ai un client qui est en contrôle fiscal là-dessus, vous avez des produits qui sont destinés à l'alimentation humaine. Ça peut être des huiles, ça peut être des farines, je donne des exemples, et donc qui vont vendre à des industriels qui vont en faire des gâteaux et autres. Mais parfois, ces mêmes produits de base, ces farines par exemple, c'était le cas de mon client, qui peuvent servir à faire de la colle pour des papeteries. Aucun rapport. Mais là, évidemment, la papeterie, ça se mange pas. Et du coup, les inspecteurs impôts sont venus redresser mon client et ils n'ont pas regardé la destination normale. Donc, en l'occurrence, même cette farine-là qui était à la base, qui allait être vendue à des industriels pour faire de la colle, elle était mangeable. Puisque en fonction du client, elle est soit allée partir pour faire des gâteaux, soit pour faire de la colle. Et la règle de la doctrine est de dire ce qui compte, c'est les qualités intrinsèques du produit, pas ce qu'on va en faire in fine. Et là, l'administration fiscale l'a pris à l'envers.
Et elle a commencé à nous dire, ah bah je vais regarder qu'est-ce que font vos clients. Je vais tous les descendre. Ceux qui sont des papeteries, eh ben, eux, vous leur vendez à 20. Et ceux qui sont des industriels qui vont faire des gâteaux, eux, vous leur vendez à 5,5. J'ai dit, mais attendez, c'est pas du tout la règle en fait. La règle, c'est est-ce que le produit que je vends peut être utilisé dans l'alimentation humaine, oui ou non, peu importe ce que va en faire mon acheteur. Et donc là, eh bien, on est en plein contrôle fiscal. On est dans une phase de réponse à proposition de rectification, mais l'administration fiscale est partie complètement à l'envers sur ces sujets-là, en regardant quel était le domaine d'industrie du client acheteur de ces produits. Et pas, alors on a sorti toutes les fiches, je suis devenue une experte dans les farines de gluten, je ne vous raconte pas, sur des fiches techniques sur comment ou quels sont les composants et les propriétés de ces produits-là. Et c'est marqué dans ces fiches techniques si c'est destiné à l'alimentation humaine, à l'alimentation animale ou autre, et avec des critères de sécurité, avec des tests qui ont été faits, microbiologiques et tout autre, pour s'assurer que les produits sont bien destinés, entre autres, à la consommation humaine. Donc il y a des enjeux, pareil, vraiment très, très importants, parce que vous vous doutez bien que vendre un produit à 5,5 ou le vendre à 20, ben, ça change la donne. Et quand il y a des redressements pareils, ben, le différentiel de 14,5, ben, il fait très, très mal aux contribuables. Donc voilà encore des exemples de produits sur lesquels vraiment ça pose des vrais débats techniques avec les inspecteurs des impôts. Alors parfois on s'arrache un peu les cheveux avec eux parce que c'est juste qu'ils ne savent pas lire un BOFIP. Bon, c'est un autre débat, mais faut arriver à les convaincre que ben, voilà, le critère c'est comment est fabriqué ce produit, qu'est-ce qu'il contient, et est-ce qu'il est destiné d'une façon ou d'une autre, peut-être pas exclusivement, mais entre autres à l'alimentation humaine. Donc, au-delà de tout ce qui se mange, il y a aussi tout ce qui se boit. Donc, l'eau potable distribuée sur les réseaux, les sodas et autres qui sont distribués et qui sont considérés comme que l'on peut embarquer avec soi dans des canettes ou dans des bouteilles que l'on va pouvoir consommer un peu plus tard parce qu'ils sont rentrés dans des contenants fermés. Donc tout ça est soumis au taux réduit. Les produits destinés à l'alimentation animale, bon, c'est pas mon quotidien, on n'en a pas tous les jours, mais il faut le savoir aussi, pareil, ils ont des taux réduits, et les produits d'origine agricole, de la pêche et autres, tous ces produits-là aussi bénéficient d'un taux super réduit. Le livre, c'est vraiment un des produits les plus intéressants sur les problèmes de taux. Je vous le dis, là, en ce moment, il y a des gros redressements, des gros sujets. Ce que l'on sait, c'est que le livre est défini. Il y a une vraie définition de ce qu'est-ce qu'un livre au sens fiscal. Comme vous le savez, la définition fiscale et les réglementations fiscales est autonome par rapport à d'autres réglementations que l'on peut avoir sur le sujet, comme la loi Langue et autres, des lois dédiées dans le secteur, mais des purement réglementaires, qui n'ont rien à voir avec la fiscalité. Donc on a une autonomie de droit fiscal par rapport à tout ce qui est réglementaire. Et donc, le droit fiscal s'est doté d'une définition du livre, qui est celle que le livre doit être sur un support physique, imprimé, un disque, un CD-ROM, des clés USB, ou un support téléchargé, comme on a sur les liseuses, en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée, de la culture, et publié sous un titre. Il faut aussi 3 conditions cumulatives pour pouvoir être qualifié de livre au sens fiscal. Il faut qu'il y ait un caractère intellectuel de l'œuvre. Il faut qu'il n'y ait pas de caractère commercial ou publicitaire marqué. Il ne faut pas que ce soit un catalogue de jouets, quoi, par exemple, avec juste des pubs. Et il ne faut pas que ça contienne un espace important destiné à être rempli par le lecteur. On pense aux cahiers de jeux ou autres, où là, on doit remplir tout soi-même. On l'achète, mais c'est nous qui remplissons. Donc, le livre est défini de façon assez large. En quelque sorte, n'importe quoi pourrait être un livre. Et les débats que l'on a en ce moment avec l'administration fiscale portent sur des tonnes et des tonnes de catégories de produits qui sont vendus par des éditeurs, qui peuvent ressembler de près ou de loin à un livre, mais qui remplissent effectivement cette définition. Je pense notamment à des agendas, à des calendriers, à des recueils photos ou autres. Et je vous donne un autre exemple, parce que là, dans tout ce qui est, ils vous disent un
un caractère d'œuvre intellectuelle. C'est pas forcément écrit, ça peut être un recueil de photos. Et là, en ce moment, le débat que l'on a, c'est sur le calendrier de Clara Morgan, qui est un recueil de photos, hein, on va pas se mentir. C'est la même pour ceux des dieux du stade, en fonction de nos préférences. Et nous, on considère que c'est un recueil de photos. C'est relié, c'est imprimé. Il y a un apport intellectuel, il y a une œuvre artistique, puisqu'il y a bien quelqu'un qui a pris ces photos et qui les a classées dans un ordre précis. Donc on considère que c'est un livre. Bon, ben évidemment, l'administration fiscale ne considère pas ça comme un livre. Donc on a des débats aussi, encore une fois, sur le taux applicable à ce genre de produits. Donc les calendriers, les agendas. Là, en ce moment aussi, on se bat beaucoup sur tout ce qui est les jeux apéro. Vous voyez, c'est des petites box. Alors ça, il y en avait, mais des milliards. Vous avez trouvé pour Noël. C'est des petits cubes avec des petites questions-réponses, des jeux sur des thématiques. Bah, il y a une question, il y a une réponse, il y a un apport intellectuel. Nous, on dit, alors peut-être de mauvaise foi, hein, mais on dit que c'est un livre, évidemment. Il y a un apport intellectuel, c'est imprimé, c'est vendu ensemble. On ne nous demande pas que ça soit relié, hein. Ça peut être les cartes dans une boîte, ça peut être considéré comme un ensemble. Mais évidemment, l'administration nous dit non, ce n'est pas un livre. Alors leur critère, qui est quand même un peu critiquable puisqu'il ne sort de nulle part, c'est de dire c'est ludique, donc c'est pas un livre. Alors vous doutez bien qu'on est un peu remonté sur le sujet, parce que nous dire l'argument phare de l'administration, c'est dès lors que c'est un livre, bref, dès lors que c'est un peu fun, ça peut pas être un livre. C'est quand même un peu dommage pour la culture, hein, d'une façon générale. Mais bon, voilà. Et donc, on arrive comme ça à des débats sans fin avec, sur des ouvrages d'auteurs que l'administration trouve peu drôles. Je vous donne des humoristes, je ne donnerai pas de nom parce que c'est pas sympa, mais l'inspectrice qui était un petit peu ouverte, on va dire, elle dit certains humoristes qu'elle ne trouvait pas drôles, qui ont écrit des livres ou qui ont écrit des agendas ou des almanachs ou autres, elle dit ils sont pas drôles, donc c'est pas intellectuel, donc c'est pas un livre. On en arrive quand même à ça. Donc ça fait des mois qu'on se bat sur des produits. Vous imaginez le nombre incalculable de produits qu'il existe sur le marché, que ce soit des cahiers d'activité, des cahiers ou des livres de n'importe quelle catégorie. Il y en a énormément, surtout que les éditeurs sont extrêmement créatifs. Et puis, donc on en est amené à faire des discussions produit par produit avec l'administration fiscale. Donc ça dure des heures. Et puis, on essaie de les convaincre que le produit, faut être un petit peu ouvert et que quelle que soit sa forme, quel que soit son contenu, après on peut ne pas aimer, hein. On n'est pas tous fans des mêmes humoristes, mais c'est pas parce qu'elles ne trouvent pas ça drôle que d'autres ne pourraient pas trouver ça drôle ou qu'elles ne trouveraient pas un apport intellectuel. Pareil, quand on a des ouvrages sur des thématiques comme le foot ou autre, bah, on arrive sur souvent des jugements de valeur en disant ah non, c'est pas intellectuel, donc c'est pas un livre, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, sachez que dans ce secteur-là du livre et de l'édition, il y a vraiment matière à se battre sur des sujets de taux. Et au bout du bout, c'est quand même une bataille qui est assez noble, puisque à la fin, c'est nous qui achetons ce genre de produits, et on n'a pas envie de payer des produits qui ressemblent quand même malgré tout à des livres, qui nous apportent un intérêt culturel qui est propre à chacun, j'ai envie de dire, et on préférait le payer avec un taux de TVA à 5,5 plutôt qu'à 20, quoi. Donc voilà, sur le livre, le taux est vraiment un sujet majeur, surtout en ce moment où l'administration a redressé, d'abord elle a commencé par redresser tous les distributeurs, donc vous connaissez les très grands distributeurs sur lesquels vous pouvez acheter en ligne ou dans des magasins des produits de livres, et puis maintenant ils remontent aux éditeurs. Donc ils sont sur la bête depuis quasiment 10 ans. Voilà, avec des redressements en cascade, vous vous doutez bien, parce qu'ils redressent pour le même produit le distributeur, la librairie, puis l'éditeur qui redistribue. Donc il peut comme ça gagner 3 fois sur la même chaîne le redressement sur un même produit. Donc voilà pour les livres. On pourrait en parler des heures parce qu'il y a tellement de problématiques sur ça. Mais c'est vraiment très très intéressant parce qu'on rentre vraiment dans la technique du droit de qu'est-ce qu'un livre au sens fiscal, qu'est-ce qu'un produit quand le livre est assorti à chaque fois d'un objet qui serait pas auto-réduit. On voit beaucoup aussi des produits de coloriage ou des livres assortis de gommettes pour les petits, de crayons de couleur ou autres. Et est-ce qu'on est sur les offres composites comme on l'a vu tout à l'heure ou pas?
Donc là, des bagarres aussi sans fin avec l'administration fiscale sur ces sujets-là. Et vous vous doutez bien, vous voyez bien quand vous allez soit en kiosque, soit dans une librairie, le nombre de produits qu'il peut y avoir avec ce type de biens assortis. Le taux réduit aussi s'applique à tout ce qui est aux appareillages et équipements pour handicapés. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est historique. Ça a toujours été le cas. Ça ne pose pas, à ma connaissance, de sujet vraiment technique sur le sujet. Dès lors que les appareils concernés sont... Il y a une liste donnée par la doctrine, comme les prothèses, les orthèses et autres. Tout ce qui est équipement concerné, qui concerne les personnes handicapées, là, on a le taux réduit qui s'applique. Ça vaut aussi, là, le taux est étendu, je vous avais dit que normalement, ça s'étendait qu'à la vente. Là, c'est aussi étendu tout ce qui est la rechange ou la réparation. Donc, on a une extension un petit peu plus intéressante de ce taux pour ce type d'appareillage. Nous avons aussi donc des services qui bénéficient de ce taux réduit, qui sont les services d'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Donc là, on a tout ce qui est... le texte vise les prestations de services qui sont liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui sont dans l'incapacité de les accomplir. Voilà, et ça permet vraiment d'étendre... on voit bien l'intérêt social ici, d'étendre ce taux à ce genre de prestations de services. Et nous avons la fourniture de repas dans les cantines scolaires, sans aucun rapport avec le reste, mais voilà. Ça permet aussi sans doute de nourrir les enfants qui vont à la cantine et d'éviter aux parents de payer une fortune leur repas. Donc les travaux portant sur les bornes électriques, ça c'est le côté écolo. On a aussi tout ce qui est abonnement gaz, électricité, les travaux de rénovation énergétique dans les logements d'habitation. Pareil, tout ça, c'est des mesures qui ont été prises pour des raisons écologiques. Et la collecte et le tri, valorisation des déchets. Vous voyez, à chaque fois, derrière un taux, il y a toujours une volonté politique. C'est toujours pareil. C'est pas par hasard que les taux réduits sont prévus. Donc voilà pour ce petit tour sur le taux réduit. Je vais rentrer maintenant dans le taux intermédiaire. Donc c'est un taux qui est à 10%. Il a été introduit un peu plus récemment. Il est passé à une période à 7, à 10 et remonté. Il y a eu une période un peu de flou sur ce taux-là, mais il est quand même assez intéressant. Il concerne un certain nombre de produits comme des médicaments et des produits sanguins, produits d'horticulture et floriculture, les ventes à emporter ou livrer les produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. Ça, c'est le taux de tout ce que l'on achète, que l'on va consommer sur place, donc le taux dans les restaurants. En fait, il y a une différence sur la nourriture qui est faite. C'est pareil, ça a fait de nombreux débats entre j'achète un produit dans un supermarché que je vais pouvoir conserver et manger chez moi plus tard, dans une semaine, ou je vais acheter un produit que je vais consommer tout de suite. Donc, quand j'achète quelque chose qui est fermé, emballé, que je vais pouvoir manger plus tard dans une semaine, c'est le taux de 5,5 qui s'applique. Donc, je vais au supermarché quand je vais faire mes courses au supermarché. Alors que quand je vais au restaurant et je vais le consommer immédiatement, on va me servir à table, là, c'est le taux de 10% qui s'applique. Les services, principalement, nous avons le transport de voyageurs qui est à 10%, donc le transport en train, en avion quand on est sur un vol domestique, en car et tout ça, ça c'est soumis au taux de 10%. Nous avons aussi la location d'emplacement sur les terrains de camping, tout ce qui est location d'aire d'accueil de terrains pour les gens du voyage. Donc ça, les ventes à consommer sur place de produits alimentaires, c'est les restaurants, donc ça on l'a vu. Voilà, après vous voyez d'autres un peu moins connus, moins intéressantes, mais il y a quand même un certain nombre de services qui sont concernés. Donc voilà, là pour ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder le détail, mais les médicaments et produits sanguins, bon voilà, c'est très spécifique. Vente à consommer sur place, dans les restaurants, le transport. Alors ça s'applique au transport de passagers, hein, pas au transport de marchandises, je préfère le préciser. Transport de marchandises, lui, est toujours à 20. Donc ça, c'est pour le taux intermédiaire. Donc quand même pas mal d'opérations qui sont concernées malgré tout par ce taux intermédiaire, donc à 10%.
pour finir, notre dernier taux, c'est le taux particulier ou le taux super réduit, qui est un taux à 2,1 qui s'applique sur certains produits. C'est assez spécifique aussi. Et c'est des taux aussi qui sont pour soutenir une certaine économie. Donc on a celui applicable aux publications de presse, aux médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale, aux 140 premières représentations théâtrales ou de cirque, donc les billets d'entrée dans des spectacles, pour inciter les gens à aller voir des spectacles vivants, et les viandes d'animaux de boucherie. Bon, bah ça c'est moins, voilà, ça parle moins. Pour les médicaments, c'est là le critère est assez simple, c'est est-ce que le médicament est remboursable ou pas par la Sécu. Si c'est remboursable, c'est de 1. Si c'est pas remboursable, c'est pas de 1. Et ça s'applique aussi aux opérations d'importation et d'acquisition ou de livraison sur les médicaments qui sont soumis à autorisation temporaire d'utilisation. Donc voilà, l'idée c'est de pousser les médicaments, l'idée c'est pas de les retaxer encore plus, c'est un bien commun qui est utile à tous, donc l'idée c'est de ne pas mettre un taux de TVA trop élevé sur ça. Sur les publications de presse, on est sur quelque chose qui est très spécifique pour l'application de ce taux. Il ne s'applique pas comme ça si facilement. Il y a 2 étapes pour pouvoir bénéficier de ce taux. Il faut, donc c'est sur des magazines, généralement c'est on va dire la presse ou des magazines que l'on trouve en kiosque. Il faut d'abord faire une demande auprès d'un organisme qui s'appelle la CPPAP, c'est une commission paritaire qui vérifie comment le contenu en fait du magazine. Il faut qu'il n'y ait pas de caractère de violence, de caractère sexuel, il faut qu'il n'y ait pas qu'il y ait trop de publicité et autres, il faut qu'il y ait une certaine périodicité, un nombre de numéros minimum, donc il y a une certaine contrainte liée à ce genre de publication. Donc une fois que on fait une demande, on remplit un dossier auprès de cette commission. Une fois qu'on a obtenu cet agrément de la CPPAP, c'est pas fini. Et c'est là, on voit beaucoup d'opérateurs qui oublient la deuxième étape, c'est qu'il faut aller avec son certificat voir l'administration fiscale pour lui demander qu'elle nous valide le taux de 2,1%. Et là, en ce moment, où j'ai des contrôles fiscaux sur les éditeurs qui vendent aussi des articles de presse, eh bien l'administration fiscale leur demande ce fameux certificat de CPPAP qui vous donne un numéro qui normalement est imprimé sur le magazine. Et après, elle a dit, mais vous êtes allé voir l'administration fiscale pour faire valider tout ça? Et là, personne ne l'a fait. Donc là, on est un peu mal, parce qu'ils ont loupé la dernière étape. Bon, pour le moment, l'administration est à peu près sympa et a dit, bon, la prochaine fois, vous ferez des choses correctement, vous irez au bout du processus. Mais voilà, donc on ne peut pas appliquer à n'importe quelle publication de presse le taux de super réduit. Il faut vraiment suivre un protocole très précis avec ces 2 étapes. Et la même chose aussi, pareil, pour les services de presse en ligne. C'est très contrôlé et on ne bénéficie pas comme ça si facilement de ce taux de 2,1. Et là, il me reste 10 minutes, je voudrais juste revenir avec vous sur des 5 tout petits cas d'actualité du taux qui sont revenus, qui ont fait écrire beaucoup d'articles aux avocats spécialistes comme nous. On n'a que ça à faire, hein, donc on écrit beaucoup. Et là, qui ont défrayé un peu la chronique. Le premier sur les sushis et les makis. Alors le débat était celui-ci. Je vous ai dit, il y a une différence de taux entre j'achète un produit en supermarché à 5,5, je vais le consommer plus tard chez moi. Et je vais acheter quelque chose dans une boutique pour le consommer tout de suite. Et là, dans ce cas-là, c'est le taux de 10 qui s'applique. La question s'est posée, pour les makis et les sushis, est-ce que c'est de la consommation immédiate ou pas? Alors après de multiples lobbying sur le sujet, je vous jure que ça a fait vraiment beaucoup de personnes sont venues se mobiliser sur le sujet. Et finalement, je pense que c'est des raisons de santé publique qui ont pris le pas. Ils se sont dit, bon, quand j'achète des sushis, c'est pas pour les manger dans 6 mois, hein, parce qu'autrement ils sont plus bons et je serais malade. Donc l'idée c'est que quand même, je les achète pour une consommation immédiate ou quasi immédiate. Donc, c'est plutôt du 10. Bon, évidemment, ça les arrangeait pas, parce qu'ils soutenaient, non, je peux les garder quelques jours, voire une semaine, et puis je les mangerai dans une semaine. Donc, mettez-moi du 5,5. Bon, je crois qu'ils n'ont pas réussi à convaincre tout le monde. Rien que sur pour des raisons sanitaires, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle que de les garder un peu trop longtemps. Donc ça a été tranché. C'est quand même monté jusqu'au Conseil d'État. Hein. Je vous raconte pas des blagues. Un sujet pareil, c'est monté au Conseil d'État, qui s'est prononcé sur le taux de TVA des sushis et des makis. Donc voilà un petit peu pour ce sujet-là.
ça peut prêter à sourire, mais on peut se poser des questions sur je vais acheter un sandwich, c'est pour le manger tout de suite, a priori. D'autres vont vous dire, ah bah non, je peux le manger dans 3 jours. Pareil, je vais prendre à emporter au McDo. Certains, je vous jure, on dit, non, non, c'est pas pour le manger tout de suite, je le mangerai dans une semaine. Donc bon, voilà, ça peut s'étendre à beaucoup d'autres produits. Là, c'était l'exemple des makis et des sushis, mais beaucoup d'autres personnes de sociétés qui vendent de la nourriture commençaient un peu à stresser sur le sujet en se demandant si ce qu'ils vendaient était de consommation immédiate ou un peu moins immédiate. Donc ouais, vous voyez, le taux peut faire parler beaucoup les gens et en énerver certains. La deuxième actualité, c'est sur tout ce qui est produits agricoles et produits d'alimentation animale. Pareil, ça fait l'objet de beaucoup de débats. Ça a été il y a beaucoup d'enjeux sur ça, sur ces produits-là. Moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur les produits sur des huiles. La difficulté, c'est que des huiles, vous pouvez le donner à manger. Ça peut être pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale, mais aussi on peut en faire des biocarburants. Donc, en fonction de tout ça, de la perspective d'utilisation de ces produits, eh bien, les enjeux de taux sont vraiment très importants. Là, on a eu en novembre 2024 une précision de la doctrine qui nous dit que le taux de 5,5 qui s'applique aux produits destinés à l'alimentation animale. Voilà. Et que le taux de 10 devait s'appliquer aux engrais utilisables en agriculture biologique. Donc voilà, à chaque fois, c'est des débats, des mois et des mois de lobbying. Ça peut paraître comme ça anecdotique, mais je vous promets qu'il y a toujours à chaque fois des enjeux tellement importants que c'est des discussions sans fin avec les professionnels du secteur pour évidemment gratter le taux le plus faible possible, autant que possible. Le livre, on en a parlé. Donc, il y a eu beaucoup d'actions de lobbying sur le livre. On avait des vieilles doctrines, des vieux BOFIP sur le livre qui datait de Mathusalem, écrit très très mal. Et on a poussé l'administration fiscale à nous sortir un nouveau BOFIP. On leur a envoyé des demandes de rescrit. On est passé par le syndicat de l'édition, syndicat national de l'édition, le SNE, pour faire passer le message en disant on a besoin de quelque chose de plus clair, de plus aussi moderne, parce que quand vous vivez avec un BOFIP qui a peut-être 10 ans, 15 ans, et que les produits que vous vendez aujourd'hui sont plus les mêmes que ceux qui étaient vendus il y a 15 ans, la doctrine n'a plus aucun sens. Et donc, au miracle, en août 2024, est tombé ce nouveau BOFIP sur le livre. Et là, déception. Ils ont juste réaménagé un petit peu tout ça, pof. Ils nous ont repris un peu plus propre, ce qu'il existait déjà, mais ils ne nous ont rien apporté de vraiment nouveau, pas de critères nouveaux. Ils nous ont pas aidés alors qu'on les a limite suppliés en leur disant donnez-nous des critères pour déterminer qu'est-ce qui est un livre, qu'est-ce qui ne l'est pas. Quand on a plusieurs éléments composés autour d'un livre, dans quel cas le livre reste principal ou pas. Et là, on n'a rien eu, ou très très peu. Donc c'était très très déceptif. Et voilà, on a un BOFIP qui est un peu plus propre, un peu mieux organisé, mais rien de plus. Donc ça veut dire que les contrôles fiscaux vont continuer, et surtout, et les professionnels du secteur ont encore un peu à s'inquiéter parce que tant qu'on n'aura pas quelque chose de clair sur le sujet, l'administration va continuer à... Dès lors que c'est pas clair, c'est toujours tout bénef pour elle parce qu'elle a toujours raison et elle va toujours avoir quelque chose à redire sur les taux. Ce qu'on a eu de nouveau, les seuls points qu'ils nous ont ajoutés, c'était ils nous ont parlé de tout ce qui était jeux de rôle, jeux de société. Jusqu'à présent, les jeux de rôle pouvaient être considérés comme des livres. Là, ils nous ont fermé un peu plus la porte, et notamment sur les jeux de société, où le BOFIP nous dit que dès lors qu'on a une règle du jeu, un plateau, ce qui n'est pas dénué de sens, ça se rapproche plus d'un jeu que d'un livre. Mais bon, tout ça n'est pas tout à fait favorable aux contribuables, donc ce sont des petites évolutions, l'administration rajoute un peu de doctrine et introduit dans cette doctrine des vieux rescrits. Mais dès lors qu'ils ne sont pas favorables aux contribuables, c'est pas vraiment ce qu'on attendait, quoi. Et ce qu'on espérait. Donc on continue à se battre et à lancer des actions de lobbying sur ces sujets-là. Donc on a eu aussi
directement lié à l'actualité d'il y a quelques années, le taux qui a été un élément majeur sur les produits destinés à lutter contre le Covid. On en avait parlé à l'époque. Tout ce qui était produit directement lié à l'hygiène corporelle, les masques et autres, tout ça, hop, on a pu baisser les taux pour que ça soit baisser les prix et que les consommateurs puissent en acheter sans se retrouver à se plumer et à devoir payer une fortune tous ces éléments qui étaient indispensables à la santé de tous. Donc là, le taux, encore une fois, le taux de TVA était un élément indispensable et a joué en faveur des consommateurs pour que chacun puisse acheter ses produits et se soigner et se protéger. Et le dernier, pour finir, sur le chocolat et les pâtes de fruits, encore les confiseries, qui fait encore parler de lui. On a eu l'administration fiscale qui a apporté des précisions sur sa doctrine, sur ces sujets-là. Et elle a dit que le taux de 5,5 était applicable aux livraisons de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, à l'exception des produits de confiserie et des chocolats de la taille d'une bouchée. Bon, alors la taille d'une bouchée, c'est 5 cm. C'est très pratique. Au sens de la doctrine administrative en matière de chocolat, donc sont considérés comme des produits, la taille d'une bouchée, les produits dont la dimension maximale n'excède pas 5 cm et n'excède pas 20 grammes. Voilà. Donc, voilà, et que la pâte de fruits pourrait bénéficier d'un taux de 5,5 puisque c'est pas considéré comme une confiserie dès lors qu'elle continue à rester dans cette dimension-là. Donc voilà un petit peu ce petit tour d'horizon sur les taux. L'idée évidemment c'est impossible d'être exhaustif parce qu'il y a tellement de produits on pourrait revenir encore sur beaucoup, mais c'était vous donner un petit peu une idée des problématiques que l'on rencontre et pour vous dire que ça peut paraître anodin comme ça un taux. On n'y pense pas quand on consomme soi-même, mais j'espère que ce soir quand vous serez devant votre assiette et ou demain au restaurant ou autre ou à sortir, vous y repenserez et vous direz ah, est-ce que ce que je suis en train de consommer c'est à quel taux et quel est l'impact sur le prix que j'ai payé sur tout ça. Je vous remercie.